Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je reviens ce soir pour la suite de la lecture murmurée au temps de la comète d'H.G. Wells. Et je commence tout de suite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Chapitre 2. Le réveil. Premièrement, c'est ainsi que le grand jour se leva pour moi, et sous cette même aube, ainsi s'éveilla le monde. Car l'universalité des êtres vivants avait été surprise par la même marée insensibilisante. Dans l'espace d'1 heure, le frisson de ce changement catalytique avait fait le tour du globe. On dit que ce fut le nitrogène de l'atmosphère, notre ancien azote, qui, en un clin d'œil, s'était transformé et qui, au bout d'1 heure ou 2, était devenu un gaz respirable, très différent, il est vrai, de l'oxygène, mais activant et doublant son action, comme un bain de force et de santé pour les nerfs et le cerveau. Je ne sais préciser scientifiquement la nature de cette modification, ni user des mots que nos chimistes ont créés pour l'analyser. Mes travaux personnels m'ont tenu à l'écart de ces recherches. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle eut pour résultat de rénover tous les hommes. Je me figure dans l'espace cet incident planétaire, la buée du météore tourbillonnant vers la Terre et celle-ci comme recouverte d'une couche d'ombre à travers laquelle les rivages des continents lumineux bornaient la tache sombre des océans. Au contact de la comète, cette couche devenait verte, puis se clarifiait de nouveau. Donc, le phénomène dura 3 heures. Nous le savons, car les montres et les pendules n'en furent pas arrêtées. Et, pendant ces 3 heures, tous les êtres vivant à la surface du globe demeurèrent inertes. Pour tous ceux qui ont vécu ces instants, il y eut le même bourdonnement aux oreilles, les mêmes remous de masses gazeuses, les mêmes crépitations dans l'air, la même pluie d'étoiles. L'hindou s'était arrêté sur le sillon matinal pour contempler la merveille et tomber évanoui. Le chinois, vêtu de bleu, s'était affaissé devant son bol de riz. Le marchand japonais sortit de sa boutique avait culbuté sur le seuil. Les oisifs qui, le soir, aux portes d'or, attendaient le lever de l'astre avaient été surprises à leur tour. L'effet avait été le même dans chaque ville de l'univers, dans chaque vallon solitaire, dans chaque maison, dans chaque abri, dans chaque clairière. Sur les hautes mers, les passagers groupés pour voir la merveille, pris soudain de terreur, tombaient en gagnant les escaliers et les écoutilles, et le capitaine, titubant sur sa dunette, tombait, pendant que tombaient aussi, parmi la houille, les chauffeurs. Et les machines continuaient leur œuvre, dépassaient la barque de pêche d'où ne montait pas un cri d'appel, qui voguait au gré des flots, libre de gouvernail. À la grande voix de la destinée criant « Halte !», les acteurs du drame quotidien trébuchèrent, chancelèrent et s'écroulèrent sur place. À New York, cette métaphore fut la réalité. C'était l'heure du théâtre et pour rassurer les spectateurs pris de panique, les acteurs continuèrent leur jeu au milieu de l'obscurité croissante, cependant que le public, éduqué par maints désastres antérieurs, regagnait loges et fauteuils. C'est ainsi que les spectateurs furent atteints par la somnolence universelle, rangés en file dans l'orchestre, les uns tombant en avant, les autres glissant sous les sièges. Parlotte m'a raconté, bien que je ne sache pas sur quelles données reposent ces affirmations, qu'au bout d'1 heure,
la combinaison du nitrogène s'étant opérée, l'atmosphère redevint claire comme d'habitude. Mais, dans ce sommeil universel, il n'y eut pas de paupières ouvertes pour contempler les premières heures du changement. À Londres, la nuit était avancée, mais à New York, par exemple, la population se livrait au plaisir de la soirée, et à Chicago, l'heure du dîner approchait, et tout le monde était dehors. Le clair de lune dut y éclairer les rues et les places semées de corps affalés, à travers lesquels les tramways électriques, non munis de freins automatiques, continuaient leur chemin jusqu'à ce que l'amas des corps eût arrêté leur élan. Les gens gisaient dans leurs vêtements de soirée, à travers les salles à manger, les salles de restaurant, les escaliers, les vestibules, là où ils avaient été surpris. Les joueurs devant le tapis vert, les ivrognes devant le bar, les voleurs en embuscade. Excusez-moi. Les couples adultères, tous furent frappés inopinément, pour se retrouver, l'âme et la conscience en éveil au milieu du désordre de leurs méfaits et de leur folie. Malgré la nuit, l'Angleterre courait le risque d'une bataille navale qui pouvait être une grande victoire. Sur la mer du Nord, ces flottes se rejoignaient, comme les deux bouts d'un filet autour de l'ennemi. Sur terre, cette même nuit promettait aussi d'être décisive. Les camps allemands étaient en armes, de Redingen à Markirch, et les colonnes de l'infanterie s'étaient couchées comme l'herbe fauchée, surprise pendant une marche de nuit entre Longwy et Thiaucourt, et d'Avricourt au Donon. Par-delà Spincourt, les collines fourmillaient de tirailleurs français assoupis, et sur la longue ligne des avant-postes, officiers et soldats dormaient parmi les outils éparses. Dans les tranchées inachevées qui menaçaient le front des colonnes allemandes sur la frontière des Vosges. Le paysan hongrois ou italien, s'étirant dans un bâillement, trouvait sombre la matinée et, se retournant, était saisi par un sommeil sans rêve. Agenouillé sur son tapis de prière, le musulman succombait au sommeil, cependant qu'à Sydney, à Melbourne et dans la Nouvelle-Zélande, le brouillard survenait l'après-midi et dispersait les foules rassemblées aux champs de course et aux parties de cricket, interrompait le déchargement des vaisseaux et inquiétait les gens qui faisaient la sieste et qui, étourdis et chancelants, sortaient joncher les rues. Deuxièmement, mes pensées s'en vont vers les forêts et les déserts, vers la vie sauvage des jungles, qui connurent, comme l'homme, cet arrêt de toute activité. Je vois des millions d'actes de férocité interrompus, suspendus comme les paroles gelées que Pantagruel rencontra sur la mer. Toutes les créatures vivantes, tout ce qui respire, devint insensible et inanimé. Dans l'universel crépuscule, les bêtes féroces et les oiseaux furent paralysés parmi les arbres, les buissons et les herbes inertes. Le tigre s'allonge auprès de sa victime égorgée qui saigne à mort dans le silence soudain du fourré. Les mouches même, atteintes par la somnolence, se laissent tomber, les ailes déployées. L'araignée se replie au centre de sa toile surchargée. Je vois flotter, comme un flocon de neige multicolore, le grand papillon qui tournoie et se pose. Par un contraste remarquable, on suppose que le phénomène n'eut aucune action sur la vie des poissons et de tous les animaux aquatiques. Ce détail me remémore une curieuse exception de cette prostration générale. L'équipage du sous-marin B-94 eut un sort particulier. Autant que je le sache, ce sont les seuls humains qui n'aient pas vu le brouillard vert envelopper le monde.
Pendant tout le temps que dura l'engourdissement des êtres vivants à la surface de la terre et des flots, le sous-marin, sinistre crustacé d'acier, bondé de matières explosives, pénétrait dans l'embouchure de l'Elbe avec une lenteur et des précautions extrêmes pour éviter les mines. Rampant sur le lit du fleuve, il traînait derrière lui, pour servir de guide à ceux qui allaient le suivre, une longue amarre qui le reliait au formidable cuirassé des flancs duquel il était sorti. Parvenu dans le canal, par-delà les forts de l'embouchure, il remonta enfin à la surface pour se munir à nouveau d'air respirable et choisir ses victimes. Ceux de l'équipage qui montèrent sur le pont durent sortir de leur carapace au crépuscule du matin, car, par la suite, ils parlèrent de l'extraordinaire éclat des étoiles. Ils furent stupéfaits d'apercevoir, à moins de 300 mètres d'eux, un cuirassé échoué dans la vase du rivage et que la marée descendante faisait pencher sur le flanc. Il était en feu, par le milieu, du côté des machines, mais nul n'y prenait garde. Dans le grand silence éclairé par l'aube, personne ne prenait garde à rien. Ce vaisseau et tous les autres cuirassés d'alentour, noirs et massifs, semblaient montés par des équipages de morts. Ils passèrent là par une épreuve singulière. Ayant échappé aux instants d'immobilisation et d'insensibilité universelle, ce fut, m'a-t-on raconté, soudainement et avec un grand rire, qu'ils respirèrent l'atmosphère renouvelée. Aucun d'eux ne s'est préoccupé de nous laisser une relation écrite de ce qui fut dit et fait. Alors, et nous n'avons aucun détail de leur surprise et de leur émerveillement. Seuls donc, ils vécurent la nouvelle vie pendant les 2 heures qui précédèrent l'éveil général. Et, quand les Allemands surgirent à leur tour du sommeil transformateur, ils trouvèrent leur cuirassé aux mains de ces étrangers souillés et las, qui, avec une ardeur incomparable, s'efforçaient, à la clarté de l'aube éblouissante, d'arracher quelques ennemis, insensibles encore, à l'incendie et à l'immersion. Ce spectacle sublime ne peut détourner longtemps ma pensée des sinistres et des horreurs qui furent comme la rançon et le prix du bien-être dont nous jouissons. Que de vaisseaux, dont la barre avait été lâchée par des pilotes somnolents, se brisèrent sur les rochers et sombrèrent. Combien, sur les routes du monde, d'automobiles précipités vers la destruction. Combien de trains continuèrent, malgré les signaux, à filer à toute vapeur et que les mécaniciens ahuris retrouvèrent, les feux éteints, sur des voies inaccoutumées. Et combien d'autres, moins heureux, présentèrent, au regard épouvanté des paysans ou des hommes d'équipe s'étirant sur des talus, le spectacle de leur ruine amoncelée et fumante. Les hauts fourneaux de nos 4 villes vomissaient toujours vers le firmament la souillure de leur fumée. Les foyers sans surveillance s'étendirent, les feux brûlaient, il est vrai, plus ardents dans cette atmosphère plus carburante, et se propagèrent. Troisièmement, se figure-t-on bien les événements qui séparèrent la composition et le tirage de ce numéro du nouveau journal que j'ai là devant moi. C'est le premier journal imprimé sur terre après le grand changement. La pâte en est durcie et brisée au pli, car elle ne fut jamais fabriquée pour durer. Je trouvai ce numéro sur la table, dans un bosquet de l'auberge où j'attendais Nettie et Verrall, précisément avant la conversation que j'aurai à vous raconter tout à l'heure. La vue de cette vieille feuille me remet tout en mémoire. Nettie, toute blanche contre le fond bleu-vert du jardin ensoleillé, me regardait attentivement pendant que je lisais, et Verrall se penchait par-dessus mon épaule, ce que je n'aimais guère,
Cette lecture contribua à dissiper la légère gêne de notre première rencontre, mais gardons tout cela pour mon prochain chapitre. Il est facile de constater que le nouveau journal avait été mis en page la veille et qu'un bon nombre de clichés avaient été enlevés et remplacés au matin. Je ne connais pas assez les détails de fabrication de l'imprimerie d'autrefois pour vous expliquer ces remaniements. Mais on a la certitude que des fragments entiers de copies composées durent être retranchés pour permettre d'insérer d'autres articles ou dépêches. L'ensemble du journal offre un aspect discordant et hétéroclite. Les insertions nouvelles sont d'une impression plus noire et plus barbouillée que le reste, excepté sur le bord gauche où l'encre a dû manquer et forme des échancrures. Un de mes amis, mieux au courant de ces choses, est d'avis que les presses du nouveau journal avaient dû être endommagées pendant la nuit et que Banghurst fut forcé de faire tirer par un imprimeur voisin qui lui avait peut-être des obligations financières. Les feuilles extérieures appartiennent entièrement à l'âge précédent. Seuls les 2 feuillets du milieu ont subi des modifications. C'est là que, sur 4 curieuses colonnes, nous lûmes ce titre, « Ce qui est arrivé ». Cet espace rectangulaire empiétait sur une autre colonne où se lisait « La grande bataille navale a lieu, le sort de 2 empires en jeu, perte nouvelle de 2. » On sentait que toutes ces choses n'auraient plus aucune importance désormais. Selon toute probabilité, du reste, c'étaient des nouvelles de pure imagination, fabriquées pour les besoins de la dernière heure. Il est amusant de rapprocher les fragments de ce vieux journal et de lire les premiers comptes rendus de l'époque transformée. Comme ces quelques phrases simples et d'une netteté insolite me parurent singulières dans ce cadre de mauvais anglais et de jargon tonitruant. Elles produisent aujourd'hui l'effet d'une voix d'homme de bon sens au milieu de paroles violentes et tumultueuses qui cessent brusquement, mais elles témoignent surtout combien Londres fut prompt à revenir de son engourdissement, quelle énergie nouvelle animait cette vaste population. Je suis encore étonnée en relisant ces lignes de constater quelle somme de recherche, d'expérience, d'induction il fallut dépenser dans le court espace qui précéda le tirage de cette feuille. Mais tout cela dit en passant. Pendant que je m'abandonne à ma rêverie, devant ces feuilles détériorées, la curieuse et lointaine vision me revient de ces bureaux et de ces imprimeurs immobilisés soudain en pleine effervescence. La vague catalytique avait dû envahir l'immeuble en pleine fièvre nocturne, fièvre que la comète et la guerre, celle-ci surtout, devaient rendre plus intense. Le changement avait pénétré là inaperçu, au milieu du bruit des voix, du tintamarre des machines, de l'éblouissement des lampes électriques. On y avait dû prendre les premières vapeurs vertes pour quelques brouillards prématurés, car Londres, en ces temps-là, même à la belle saison, était aveuglée par des brouillards impénétrables. Tout à coup, le changement entra de toutes parts et paralysa cette affolante activité. Le seul avertissement de la venue du phénomène ne put être que le silence soudain de la rue, succédant à un tumulte inhabituel. La vapeur dut engourdir le personnel avant qu'on ait pensé à arrêter les presses. Le brouillard se glissa dans tous les recoins des locaux, enveloppa les hommes et les coucha, endormis, à terre. Et ce tableau a toujours frappé mon imagination, parce que, sans doute, c'est le premier que je me sois représenté de ce qui s'était produit dans les villes. De même aussi ai-je, jusqu'à ce jour, considéré comme particulièrement étrange le fait que, malgré l'intervention du phénomène, les machines continuèrent à fonctionner. Je ne sais précisément pourquoi ce fait me parut spécialement bizarre, mais je n'ai jamais pu me débarrasser de cette impression.
Je suppose que cette activité indépendante des machines, alors que s'était interrompue soudain l'activité humaine, nous paraît anormale à cause de l'habitude que nous avons de considérer la force mécanique comme une simple extension de la force musculaire de l'homme et comme une annexe inséparable de nos opérations cérébrales. Les lampes électriques, par exemple, percèrent pendant quelque temps au moins de leur incandescence nébuleuse le brouillard enveloppant. Dans les ténèbres croissantes, les grandes presses poursuivirent leur grondante besogne, imprimant, pliant, empilant, exemplaire sur exemplaire, les comptes rendus mensongers de la bataille. Les vastes locaux continuèrent à trépider et à retentir du fracas des machines, et cela bien que toute direction humaine eût cessé. Quand elles eurent épuisé leurs provisions d'encre et de papier, les machines poursuivirent leurs mouvements avides, avec des craquements, des à-coups, des grincements assourdissants, puis les foyers, que nul n'alimentait plus, s'éteignirent. La pression faiblit sur les pistons, un ralentissement général se produisit, et, avec lui, un fléchissement intermittent dans l'intensité des lampes solidaires de la rotation des dynamos. Qui peut s'imaginer tout cela avec précision? Et, alors que ces bruits s'affaiblissaient et se taisaient, le brouillard vert s'éclaircit et se dissipa. En moins d'1 heure, il eut disparu, et peut-être qu'une brise s'éleva et parcourut la terre. Toutes les rumeurs de la vie s'éteignirent, mais il en est que rien ne ralentit et qui persistèrent triomphalement dans l'universel déclin. Sur un monde indifférent au temps, les cloches des tours et des églises annoncèrent 2 heures, puis 3 heures. Partout, d'un bout à l'autre de la terre, les horloges s'opiniâtrèrent à sonner pour des oreilles assourdies. Enfin parurent les premiers rayons de l'aube, s'entendirent les premiers bruissements du réveil. Dans les bureaux du journal, les filaments des lampes rougeoient encore. Quelques machines gémissent imperceptiblement. Les formes, affaissées dans toutes les positions, se secouent mollement, se dressent et redeviennent des hommes qui promènent autour d'eux des regards ahuris. Le prote fut sans doute fort scandalisé de constater qu'il avait dormi. L'énorme organisme du nouveau journal se réveilla, clignotant, étonné devant son propre aspect. L'une après l'autre, les horloges de la ville sonnèrent 4 heures. Les rédacteurs, les vêtements en désordre, les cheveux ébouriffés, mais avec, dans les veines, un sentiment étrange de renouveau, entouraient les presses endommagées. Les questions étonnées se croisaient dans l'air. Le rédacteur en chef relisait ses manchettes de la veille avec un rire incrédule. Ce matin-là fut sonore de rires involontaires. En bas, dans la rue, les cochers des voitures de distribution flattaient le cou et bouchonnaient les jambes de leurs chevaux qui s'éveillèrent. Puis, tout ce monde perplexe, s'interrogeant mutuellement, se remit lentement en devoir de terminer le journal. Imaginez ces gens ahuris et désorientés, emportés par la routine de leur besogne coutumière, faisant de leur mieux pour achever un travail dont la vanité leur était soudain apparue. Ils reprirent leur labeur avec entrain, échangeant leurs impressions. Mais à chaque moment, il devait se produire des entr'actes occupés par des discussions inévitables. Le numéro n'arriva au village de Menton que 5 jours plus tard. Quatrièmement, voulez-vous maintenant que je vous rapporte les impressions toutes vives d'un personnage prosaïque? Il s'agit d'un épicier du nom de Wiggins. J'ai entendu le récit qu'il en fit dans le bureau de poste de Menton, le soir du premier jour, quand l'idée me fut venue de télégraphier à ma mère. Ce bureau était installé dans une épicerie et je trouvais Wiggins en conversation avec le propriétaire du magasin. Il se faisait une concurrence acharnée et, de la boutique rivale de l'autre côté de la rue, Wiggins était venu pour rompre un silence hostile qui durait bien depuis quelques 20
année. Le reflet du changement brillait dans leurs regards, sur leurs joues plus rosées, dans leurs gestes plus dégagés, dans tout leur être physique rénové. « Ah, notre vieille Anne, me dit Mr. Wiggins, Monsieur Wiggins, comme pour m'expliquer l'émotion de cette rencontre. Quel bénéfice en avons-nous tiré, nous et notre clientèle? Voilà ce que je suis venu lui dire. Mettez-vous cela dans la tête, jeune homme, si jamais vous ouvrez boutique. C'est une malveillance idiote qui nous tenait. Comment ne nous en sommes-nous pas aperçus plus tôt? Mais ce fut bien moins de la méchanceté que de la bêtise, une jalousie stupide. Pensez donc un peu. Voilà deux êtres humains qui ont vécu pendant 20 ans à portée de voix et qui n'ont pas trouvé moyen de se parler, tant leur cœur s'était endurci l'un contre l'autre. « Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là, » répondit l'épicier concurrent, tout en ficelant d'un geste machinal par paquet d'une livre le thé qu'il avait pesé minutieusement. Ce fut de l'orgueil et de l'obstination. Nous savions parfaitement et tout le temps à quel point nous étions bêtes. Tout en écoutant, j'affranchissais mon télégramme. « Tenez, reprit-il en s'adressant à moi. L'autre matin seulement, j'étais en train de liquider une caisse d'œufs, et je les vendais à perte pour m'en débarrasser. Ne voilà-t-il pas qu'il affiche les siens à 9 pence la douzaine? Je vois ça en arrangeant mon étalage et je riposte du tac au tac. œufs à 8 pence la douzaine, les mêmes qui sont vendus ailleurs 9 pence. Une baisse d'un penny d'un coup, presque à prix coûtant. Et notez bien, ajouta-t-il d'un ton impressionnant, en se penchant au-dessus du comptoir, ce n'étaient pas du tout les mêmes œufs. Eh bien, je vous le demande, ne fallait-il pas être fou pour en arriver là? Renchérit l'ancien adversaire. Je remis mon télégramme, dont le boutiquier se chargea complaisamment, et à mon tour, j'entamai alors la conversation avec M. Wiggins. Il n'en savait pas plus long que moi sur la nature du changement survenu. Si, alarmé fut-il par les lueurs vertes qu'après les avoir considérées quelque temps de derrière les persiennes de sa chambre à coucher, il s'était levé et habillé, avait fait endosser à ses proches leurs vêtements du dimanche afin que tous fussent prêts pour le départ. Tous ensemble, ils sortirent dans le jardin, partagés entre l'admiration du spectacle grandiose et une terreur qui allait croissant. Fervents méthodistes et très religieux, hors des heures d'affaires, il leur sembla, dans ces derniers moments de magnificence céleste, que la science s'était leurrée et que les fanatiques avaient raison. Les vapeurs vertes les convainquirent que la fin du monde approchait et ils se préparèrent à comparaître devant leur Dieu. Ce Wiggins était un petit homme d'aspect commun, en manches de chemise, le ventre sanglé dans un tablier d'épicier. Avec un accent qui sonnait pauvre et bref à mes oreilles habituées à la prononciation large du Staffordshire, il me narra son histoire dans une pensée d'orgueil et pourtant elle me donna parfois la sensation de l'héroïsme. Ces gens ne s'enfuirent pas çà et là comme tant d'autres. Le père, la mère et les deux filles, groupés parmi les groseilliers de leur jardinet, sentant s'appesantir sur eux la terreur de leur Dieu et de leur juge, unirent leurs voix dans un cantique. Tous quatre, à pleine voix et d'une façon un peu languissante et criarde, selon la commune habitude, chantèrent jusqu'à ce que, l'un après l'autre, ils se fussent affaissés sur le sol. Dans les ténèbres qui s'épaississaient, le receveur des postes avait distingué les paroles de leurs hymnes. C'était vraiment la chose la plus extraordinaire du monde que d'entendre cet homme rougeau, aux gros yeux pleins de gaieté, qui racontait l'histoire de sa mort récente. Il semblait impossible que tout cela se fût passé 12 heures auparavant à peine. Le tableau.
était lointain déjà, diminué dans la perspective de ces gens chantant, au milieu des ténèbres croissantes, les louanges de leur Dieu. On eût dit qu'il me montrait une miniature édifiante pour médaillon. Toutes choses antérieures avaient subi cette réduction, cette minimisation, si je puis dire. Cette sensation, ai-je appris par la suite, ne me fut pas personnelle. Il semblait que nous eussions grandi. Le petit être qui avait traversé furieusement l'Angleterre à la poursuite de Nettie n'eut plus qu'à peine un pouce de hauteur dans le recul des heures. Cette vie d'hier n'avait été qu'une tragicomédie pour marionnettes jouée dans un jour crépusculaire. 5e. Ces scènes du changement ne me reviennent jamais en mémoire sans que je songe à ma mère. Je me souviens de la confession qu'elle me fit. Elle dormit mal cette nuit-là et prit les détonations produites par les étoiles filantes pour des feux de salve. Toute la journée, l'émeute avait fait rage dans Clayton et Swathinglea. Inquiète et persuadée que j'étais mêlée à ces troubles, elle se leva pour regarder par la fenêtre. Elle n'assista pas au début du phénomène. « Mais, disait-elle, en voyant cette pluie d'étoiles, je pensais que tu étais sous l'averse et je murmurais une petite prière à ton intention. Tu ne peux m'en vouloir de cela, n'est-ce pas, mon enfant ? Et voici un autre de mes tableaux, surprise par les vapeurs vertes, agenouillée au chevet de son grabat, la chère vieille joint ses mains noueuses pour une prière vers cela, sa divinité vague, et, à travers l'étoffe jaune des rideaux, à travers les stores baissés, je vois, au-dessus des cheminées, les étoiles pâlir dans le ciel, l'aube envahir l'espace, cependant que vacille encore, au fond du bougeoir, la flamme mourante de sa chandelle. À mon insu, j'étais accompagnée, à travers le sommeil et la paix, par cette muette figure agenouillée, par cette prière vers Dieu, prière stagnante, soudain silencieuse dans un monde de silence, suspendue dans le vide de l'espace. 6e. Avec l'aube, ce réveil fit le tour de la terre. Je vous ai dit comment il me vint et comment je marchais, émerveillée, à travers le champ d'orge de Shafhambury. Il vint de même à tous. Non loin de moi, et pour quelque temps complètement oubliés, Verrall et Nettie s'éveillèrent, l'un auprès de l'autre, et chacun entendit, avant tout autre son, dans ce silence lumineux, la voix de l'autre. Et les locataires des maisonnettes, dispersés çà et là, s'éveillèrent. Les habitants endormis du village de Menton, sursautant, s'assirent dans leurs lits, désorientés par cette nouveauté. Les ombres contorsionnées du jardin, avec, sur leurs lèvres encore, l'hymne interrompu, bougèrent parmi les fleurs et se touchèrent timidement de la main en pensant au paradis. Ma mère se retrouva blottie contre son lit et se leva, forte de la conviction que sa prière était exaucée. Nous nous éveillions, à peine que déjà les soldats allemands, entassés entre les fils de peupliers poudreux sur la route d'Alarmont, bavardaient et partageaient leur café avec les tirailleurs français qui leur avaient envoyé le salut de leurs tranchées bien dissimulées parmi les vignes. Une certaine perplexité avait envahi ces tireurs d'élite qui s'étaient endormis dans l'attente anxieuse de la fusée signal qui devait mettre en mouvement le mécanisme de leurs fusils à répétition. À la vue et au bruit de la foule sur la route, à leurs pieds, une même pensée était venue à chacun d'eux. On ne pouvait tirer. Un conscrit, tout au moins, a raconté son réveil. Combien bizarre lui avait paru le fusil qui reposait près de lui, et comme il l'avait placé en travers de ses genoux pour le mieux examiner. Puis,
À mesure que se faisait plus clair le souvenir de l'usage auquel l'engin était destiné, il l'avait laissé tomber et s'était levé, pris d'une sorte d'horreur joyeuse à l'idée du crime évité. Il considéra plus attentivement les hommes qui lui auraient fallu assassiner. Brave type, pensa-t-il, qui ne méritait pas un pareil sort. La fusée signal ne s'élança jamais vers le ciel. En bas, les hommes ne reprirent pas leur rang, mais s'assirent sur le talus ou se groupèrent en cercle pour bavarder, discutant, avec une incrédulité nouvelle, les causes avouées de la guerre. « L'empereur, disait-il, quelle bêtise, nous sommes des êtres civilisés, qu'on trouve d'autres gens pour cette besogne. Buvons le café maintenant. » Les officiers tenaient eux-mêmes leurs chevaux par la bride et causaient cordialement avec les hommes, insoucieux de la discipline. Quelques Français, sortant de leurs tranchées, descendirent le coteau en flânant. D'autres hésitaient, le fusil encore aux mains. Les troupes allemandes regardaient curieusement ces derniers et l'on entendait « Eux nous tiraient dessus ?» Allons donc, ce sont de respectables citoyens français. Un tableau de cette scène nous a été conservé, un tableau au ton clair et aux détails poussés sous cette lumière matinale. Il se trouve dans la galerie des batailles, parmi les ruines du vieux Nancy. On y voit l'uniforme du troupier d'autrefois, l'étrange képi, le ceinturon, les bottes, la cartouchière, la gourde et l'espèce de sac de touriste que les soldats portaient sur les épaules, tout un équipement étrange et compliqué. Les soldats s'étaient éveillés un à un, et je me demande parfois, au cas où l'éveil eût été simultané, si, par un effet d'habitude et de routine, la bataille ne se serait pas engagée. Mais les premiers à s'éveiller se mirent sur leurs séants, et jetant leurs regards autour d'eux avec étonnement, ils eurent le temps de réfléchir. Septièmement, partout ce furent des rires, et partout aussi des larmes. Les hommes et les femmes de la vie ordinaire se trouvant soudain exaltés et pleins d'énergie, capables de faire ce qui jusque-là avait été impossible, incapables de faire ce qui jusque-là avait été irrésistible, heureux, pleins d'espoir, d'altruisme et de force, rejetaient entièrement l'hypothèse que ce changement ne fût qu'une modification subie par le sang et la contexture matérielle de la vie. Ils reniaient les corps que Dieu leur avait donnés, comme jadis les sauvages du Haut-Nil s'étaient arraché les dents canines parce qu'elles les assimilaient aux bêtes. Ils déclaraient que ce nouvel état était dû à la venue d'un esprit, et leur besoin d'explication ne se satisfaisait pas de moins. Et dans un sens, l'esprit vint. Le grand réveil procéda directement du changement. Ce fut la dernière, la plus profonde, la plus vaste, la plus durable de toutes les inondations d'émotions religieuses auxquelles on accole ce nom. Mais, de fait, ce réveil différait essentiellement des innombrables mouvements analogues qui l'avaient précédé. Ceux-ci n'avaient été que des accès de fièvre. Celui-là fut le premier mouvement de santé. Il fut tout à la fois plus calme, plus intellectuel, plus intime, plus religieux qu'aucun des autres. Dans l'ancien temps, et plus spécialement dans les pays protestants, où les choses de la religion se formulaient plus hardiment, où l'absence de confession et de prêtres bien dressés rendait ces mouvements comme explosifs et contagieux, le réveil, à ces divers degrés, était une phase normale de la vie religieuse. Il y avait, d'une façon continue, des réveils. Tantôt une petite perturbation des consciences dans un village, tantôt une soirée d'émotion dans une salle de mission, tantôt une grande tempête qui balayait toute une contrée, et tantôt un effort organisé qui faisait son entrée dans les villes, précédé de fanfares, de bannières, d'automobiles, de distribution de prospectus, à seule fin de sauver des âmes. Jamais, à aucune époque, je n'avais pris part à ces manifestations. Jamais je n'avais même été attiré par aucun de ces mouvements. Mon tempérament, bien que passionné,
J'étais trop portée à la critique, trop sceptique si vous aimez mieux, car c'est à peu près la même chose, et trop timide pour que je me laissasse entraîner dans ces tourbillons. Cependant, en plusieurs occasions, Parlotte et moi, plaisantant mais un peu troublés néanmoins, nous avions pris place au dernier rang de quelques réunions de réveil. J'en ai assez vu pour comprendre leur nature et je ne fus pas étonnée d'apprendre qu'avant la comète, sur toute la surface de la terre, jusque parmi les sauvages et les anthropophages, les mêmes ou tout au moins de très semblables mouvements d'exaltation religieuse se produisaient. Le monde étouffait, il était secoué par la fièvre et ces phénomènes témoignaient de la lutte instinctive de l'organisme humain contre la défaillance de ses forces, l'engorgement de ses veines, la limitation de son activité vitale. Invariablement, ces réveils succédaient à des périodes de vie sordides et restreintes. Les hommes obéissaient à leurs instincts bas et immédiats jusqu'à ce que le monde en devint insupportablement amer. Quelque désillusion, quelque échec illuminait d'une lueur crépusculaire, il est vrai, mais suffisante pour une vision indistincte. La fange grouillante, le ténébreux enclos de la vie, un dégoût soudain de l'étroitesse insensée de la vieille façon de vivre, la conscience du péché, un sentiment de l'indignité de toute poursuite individuelle, le besoin de quelque chose de compréhensif qui fût un soutien, de quelque chose de plus grand, de communion moins étriquée, de choses moins habituelles, s'emparaient des hommes. Leurs âmes, qui avaient été façonnées pour des destinées plus larges, criaient soudain parmi les intérêts mesquins et les interdictions étroites de la vie: plus de tout cela, assez de tout cela. Un grand désir de s'échapper de la prison exiguë d'eux-mêmes, une passion inarticulée, balbutiante, sanglotante, les secouait. Je me souviens d'avoir vu, dans la chapelle des méthodistes calvinistes de Clayton, le vieux quincaillier Palais exprimer son repentir. J'ai vu sa figure couperosée et grasse, étrangement convulsée sous la lueur vacillante du gaz. Il s'avança jusqu'au banc des pénitents, réservé pour les manifestations de ce genre, et sanglota sa tristesse et son dégoût pour quelque aventure scabreuse. C'était un veuf, et je revois encore son corps gras et mou, tremblant et se balançant à chaque hoquet de douleur. Il exposa sa turpitude devant 500 personnes auxquelles, en temps ordinaire, il dissimulait chacune de ses pensées, chacun de ses projets, et ce qui prouve en fait de quel côté se trouvait la vérité. Nous autres jeunes gens n'eûmes pas un sarcasme pour tout ce grotesque bafouillage. Nous ne pensâmes même pas à en sourire. Nous restions là, graves et attentifs, émus peut-être. Ce ne fut qu'après, en faisant effort, que nous nous moquâmes. Dans ces vieux temps, dis-je, les réveils étaient des mouvements d'un corps qui étouffe. Ce furent, avant le changement, les manifestations les plus claires de ce sentiment commun à tous les hommes, que les choses n'étaient pas ce qu'elles devaient être. Mais trop souvent, ces manifestations ne furent que d'éphémères hallucinations. Leur force se dispersait en cris désordonnés, en gesticulations et en larmes. Elles n'étaient que des éclairs prophétiques. Le dégoût de la vie étroite et de la bassesse prenait une forme étroite et basse. L'âme ravivée n'était plus, à la fin de la soirée, qu'une hypocrite. Les prophètes se disputaient des préséances, les rechutes, le fait est indéniable, étaient fréquentes parmi les pénitents, et Ananias, qui retournait chez lui converti, revenait avec une offrande mensongère. D'ailleurs, on admettait presque universellement que le converti fût impatient et immodéré, plein de mépris pour la raison et pour le choix des moyens, ennemi de l'équilibre, de l'intelligence et de la science.
plein de grâce à en déborder comme une vieille outre trop gonflée. Il sentait qu'il serait aussitôt défoncé s'il prenait contact avec la dure réalité et le bon sens. Ainsi se gaspillaient les anciens réveils, mais le grand réveil ne s'est pas dispersé ainsi. Il se développa jusqu'à devenir, pour la plus grande partie de la chrétienté, l'expression permanente du changement. Pour beaucoup, il a revêtu la forme d'une conviction absolue que ce fut la seconde rédemption. Ce n'est pas à moi de discuter la valeur d'une pareille affirmation, car, au bout du compte, elle a eu pour résultat un élargissement durable de tous les buts de l'existence. Le souvenir me revient d'une vision d'autant plus sympathique qu'elle est plus synthétique. C'est une femme excessivement belle, aux joues toutes roses, aux yeux brillants de larmes, qui passa près de moi, sans une parole, tout entière à quelque projet inconnu. Je la croisais cet après-midi du premier jour, quand, frappée par un remords subit, je m'étais rendue à Menton pour télégraphier à ma mère que j'étais sain et sauf. Où allait cette femme? D'où venait-elle? Je ne sais, je ne l'ai jamais revue, mais son visage seul, éclairé d'une énergie nouvelle et rayonnante, est toujours devant mes yeux, car cette expression était celle du monde. Excusez-moi, je vais boire un instant. Chapitre 3. Le conseil de cabinet. Premièrement, quel événement étrange et sans précédent que ce conseil de cabinet auquel j'assistais, conseil tenu 2 jours plus tard dans la maisonnette de Melmond, et où l'on décida de convoquer la conférence qui devait élaborer la constitution du nouvel État mondial. J'étais là, parce qu'il m'était avantageux et facile de rester avec Melmond. Son logis, où le retenait sa cheville fracturée, n'était occupé que par un secrétaire et un valet. Comme je n'avais nulle part où aller en particulier, il me garda pour l'aider dans sa part spéciale du labeur immense qui incombait aux réformateurs du monde. J'avais une pratique suffisante de la sténographie et, comme il n'avait même pas de phonographe pour enregistrer ses paroles, sitôt que sa cheville fut pansée, je m'installai à son bureau pour écrire sous sa dictée. L'étrange mollesse, la prodigieuse négligence qui allait de pair avec la violence impulsive et spasmodique de la vieille époque sont fort bien caractérisées par ce fait que le secrétaire du ministre n'était pas sténographe et qu'il n'y avait pas de téléphone dans l'endroit. Tout message devait être porté au village de Menton, au bureau auxiliaire installé chez l'épicier, à un demi-mille de là. Je m'assis donc dans le fond de la chambre de Melmond, où son bureau avait été poussé, et griffonnait toutes les notes qu'il estima nécessaires. À ce moment-là, cette chambre me paraissait la mieux meublée du monde. Je pourrais reconnaître, aujourd'hui encore, la gaie cotonnade du sofa sur lequel était étendu le grand homme d'État, le luxueux papier de tenture, les gros bâtons rouges de cire à cacheter, la garniture de bureau en argent que j'avais à ma disposition. Je sais maintenant que ma présence dans cette pièce était chose anormale et surprenante. La porte laissée ouverte, les livres allés et venus de Parker, le secrétaire, tout cela aussi était
autant d'innovations. Dans le vieux temps, un conseiller de cabinet était un conclave secret. Le mystère et la dissimulation formaient comme la trame et la chaîne de la vie publique d'alors. Tout le monde était sans cesse occupé à cacher quelque chose à quelqu'un. On se tenait continuellement sur ses gardes, on usait d'équivoques, on mentait, on trompait, et la plupart du temps sans raison aucune, sans qu'on y prît garde. Le mystère disparut de la vie. En fermant les yeux, j'évoque cette réunion et j'entends la voix des ministres qui délibèrent. D'abord, je les revois, imprécis dans la lumière crue du jour, puis groupés et comme concentrés dans l'ombre et sous le voile des abat-jours. Sur ce tableau se détache, dans ma mémoire, le souvenir de miettes de biscuits répandus sur la table et de gouttelettes d'eau scintillantes qu'absorba bientôt le tapis vert. Je me rappelle surtout la figure de Lord Adisham. Il arriva à la maisonnette un jour avant les autres, étant l'ami personnel de Melmond. Cet homme d'État, un des 15 qui décidèrent de la dernière des guerres, mérite que je vous le décrive. Il était le plus jeune des membres du gouvernement, et il portait agréablement et sympathiquement la quarantaine. Le profil pur, le teint mat, il avait les yeux souriants, une voix amicale et prudente, des lèvres rasées, un maintien très simple et des manières aisées. Toute son allure était d'homme facilement parvenu à la situation que sa naissance et sa fortune lui réservaient. Il avait le tempérament de ce qu'on appelait alors un philosophe, un indifférent, dirions-nous. Le changement l'avait surpris pendant sa récréation hebdomadaire. Il pêchait à la mouche. Et même, raconta-t-il, il se réveilla, la tête à 1 mètre du bord de l'eau. Dans les moments de crise, Lord Adisham s'en allait invariablement pêcher à la mouche, du samedi au lundi, pour se rafraîchir le cerveau et, en l'absence de crise, il se livrait à sa distraction favorite simplement pour le plaisir. Il déclara qu'il avait pris cette résolution, entre autres, de renoncer définitivement à la pêche. J'étais présent lors de sa rencontre avec Melmond et je l'entendis de ses propres lèvres. De toute évidence, il en était arrivé par des voies plus naïves au même point que mon maître. Je les laissai seuls quelques instants, puis je revins rédiger les longs télégrammes qu'ils adressaient à leurs collègues attendus. Lord Adisham avait été atteint par le changement, aussi profondément sans doute que Melmond, mais son habituelle attitude de politesse et d'ironie, de désinvolture moqueuse, lui était restée, et pour exprimer ses émotions transformées, il usa d'un langage d'homme du monde, dont la tenue et la modération affectée traduisaient comme à contre-cœur l'enthousiasme dont il était rempli. Ces 15 hommes qui gouvernaient l'Empire britannique ne répondaient en rien à l'idée que je m'en étais faite. Je les considérais avec attention chaque fois que je pouvais lever les yeux de mon travail. Ils formaient une classe à part, ces politiciens, ces hommes d'État anglais, classe aujourd'hui totalement disparue. Par certains côtés, ils différaient des hommes d'État des autres pays, et je n'ai trouvé dans aucun livre une analyse vraiment complète de leurs caractéristiques. Si vous lisez parfois de vieux bouquins, vous trouverez leur type exagéré avec hostilité par Dickens dans Bleak House, tracé en traits flatteurs, mais un peu poussé à la caricature par Disraeli, qui parvint accidentellement au pouvoir en se méprenant totalement sur cette catégorie de gens et en profitant de son habileté à plaire à la cour. En outre, dans les romans de Madame Humphrey Ward, leurs prétentions sont exposées mélodramatiquement et présomptueusement peut-être, mais avec une certaine vérité, pour autant que les gens de la classe officielle permanente en pouvaient juger. Tous ces livres sont encore à la disposition des curieux. Joignez-y le philosophe Bagehot, l'historien pittoresque Macaulay, qui laisse entrevoir quelque chose de leur méthode de pensée, et le romancier Thackeray, qui dévoile timidement quelques dessous de leur vie sociale.
ajouter quelques passages ironiques, des descriptions et des souvenirs personnels rassemblés dans le grenier du XXe siècle et tus à la plume de personnages renseignés comme Sidney Law. Mais on ne les a jamais dépeints dans un portrait d'ensemble. On les voyait de trop près et leur grandeur en imposait. Depuis lors, ils sont très vite devenus inintelligibles. Nous autres, gens du commun, dans le vieux monde, nous nous faisions nos idées sur les hommes d'État presque exclusivement d'après la caricature, qui était l'arme la plus puissante et la plus redoutable dans les batailles et les controverses politiques. De même que la plupart des manifestations importantes du vieil état de choses, cet art de la caricature s'était développé anormalement, comme une excroissance parasitique aux dépens du vague petit idéal de justice populaire qui l'étouffait presque complètement. La caricature présentait sous des aspects risibles, vulgaires et déshonorants non seulement les personnalités dirigeantes, mais les conceptions fondamentales les plus sacrées de notre organisation sociale, au point d'en détruire le prestige et de tuer tout sentiment de gravité et de respect vis-à-vis des choses de l'État. La Grande-Bretagne était généralement représentée sous les traits d'un fermier cossu, la face enluminée, le ventre proéminent dans son costume traditionnel. Ce beau rêve de liberté, les États-Unis, était figuré en la personne d'un coquin dégingandé, rusé, au visage émacié, vêtu d'un pantalon à rayures et d'un habit bleu. Les principaux ministres devenaient tantôt des pickpockets, tantôt des blanchisseuses, des pitres, des baleines, des ânes, des éléphants et Dieu sait quoi. Les affaires qui concernaient le bien-être de millions d'hommes étaient persiflées et ridiculisées comme les acteurs burlesques de quelques pantomimes imbéciles. La tragique guerre sud-africaine qui avait désolé des millions de foyers, ruiné 2 grandes provinces, causé la mort ou la mutilation de 50 000 hommes, fut présentée comme une dispute comique entre un individu saugrenu et violent nommé Chamberlain, orné d'un monocle et d'une orchidée, et le vieux Kruger, vieillard obstiné et fort matois, coiffé d'un affreux chapeau haut de forme. Le conflit fut mené tantôt avec une brutalité coléreuse, tantôt avec une insouciance absolue. L'heureux concussionnaire annexa son joyeux commerce à cette inepte bagarre, et derrière ce combat de fantoche que masquaient toutes ces sottises, la destinée marchait. Elle écartait du geste les saltimbanques et leurs caricatures pour laisser voir la faim et la souffrance, la lueur sinistre des incendies, l'éclair des épées, le voile rouge de la honte. Ces hommes que j'avais devant moi étaient parvenus à la célébrité et au pouvoir dans cette atmosphère de simagrée burlesque, et ils m'apparurent, ce jour-là, un peu comme des acteurs qui ont renoncé tout à coup à leur rôle grotesque et futile. Le phare avait été essuyé, la pose scénique abandonnée. Si même les caricatures ne présentaient par leurs victimes, sous un jour franchement bouffon et dégradant, les articles des gazettes induisaient en erreur. Quand je lis, par exemple, ce que l'on écrivait sur le comte de Laycock, je me figure une intelligence large et active, sinon très sûre, dans un corps herculéen, débitant comme un défi à la Goliath le discours qui avait précipité les hostilités. Cette image ne correspond aucunement au personnage que je vis, bégayant, la voix aiguë, le crâne dépouillé, tourmenté de remords et bien plus près de l'esquisse méprisante que Melmont m'en avait tracée. Je doute que le grand public se forme jamais une idée juste de ces hommes, tels qu'ils étaient avant le changement. D'année en année, ils s'éloignent incroyablement de notre compréhension sympathique. Et si la part qu'ils prirent aux personnages, aux événements du passé, ne saurait leur être enlevée, leur personnage se fait, pour nous, de plus en plus irréel. Leur rôle
leur rôle historique nous semble de plus en plus rattaché à quelque étrange drame barbare joué il y a longtemps dans une langue oubliée. Ils se démènent, vus à travers la bizarre déformation des caricatures, ces premiers ministres, ces présidents, démesurément grandis par le cothurne politique, leurs traits cachés par de grands masques sonores sans rien d'humain, leur voix traduite dans l'idiome ridicule des réunions publiques, ne présentant, sous leur déguisement, aucune ressemblance avec une humanité saine, et tous hurlant et criant par l'organe de la presse. La voilà, cette exhibition de cabotins aux costumes fanés, pitres jetés de côté, silencieux aujourd'hui et dénués de tout intérêt. Leur vanité est désormais aussi inexplicable que les cruautés de la Venise du Moyen-Âge ou que la théologie de Byzance. Pourtant, ils furent le pouvoir et influencèrent la vie de presque un quart de l'humanité, ces politiciens. Plus que ça. Leurs luttes clownesques ébranlèrent l'univers, provoquèrent le rire peut-être, causèrent des bouleversements et résultèrent en une misère infinie. Je voyais donc ces hommes, régénérés par le changement, il est vrai, mais portant encore les étranges costumes de jadis, conservant les allures, les façons conventionnelles du vieux temps. Bien que dégagés du point de vue ancien, ils devaient s'y référer sans cesse pour établir un commun point de départ. Mon intelligence renouvelée étant capable d'un jugement sain, je crois les avoir bien vus. Il y avait là Corel Browning, le chancelier du duché. Je me souviens de lui comme d'un gros homme à face ronde, dont la vanité innée, l'expression niaise, l'habitude des phrases redondantes et plates triomphaient absurdement, de temps en temps, du nouvel esprit éveillé en lui. Il luttait contre cette intrusion du passé, se moquait de lui-même en riant de bon cœur. Tout à coup, simplement, avec un grand sérieux, et ce fut pour chacun de nous un moment de malaise réconfortant, il dit: « Je n'ai été qu'un vaniteux, qu'un présomptueux. Je suis de peu d'utilité ici. Je me suis adonné à la politique et à ses intrigues, et la force de vivre m'a abandonné. » Puis il demeura longtemps silencieux. Il y avait aussi Carton, le lord chancelier, un homme de bon sens. Son visage pâle, aux traits lourds, était rasé de près. Il aurait pu figurer parmi les bustes des Césars. Sa voix était lente, d'une élocution laborieuse. Sa lèvre quelque peu oblique donnait à sa bouche une expression satisfaite et triomphante, et il avait par moments des clins d'œil spontanés et facétieux. « Nous avons beaucoup à pardonner, » opina-t-il. « Beaucoup à pardonner à nous-mêmes pour commencer. » Ces deux ministres étaient assis au bout de la table, de sorte que je pouvais bien voir leurs figures. Macjet, le ministre de l'Intérieur, petit homme aux sourcils froncés, au sourire gelé sur des lèvres minces, était à côté de Carton. Il se mêla peu à la discussion, si ce n'est par des commentaires avisés. Et, quand les lampes électriques s'allumèrent, l'ombre de son arcade sourcilière lui donna l'aspect cocasse d'un gnome ironique. Près de lui se trouvait un des plus fameux pairs du royaume, le comte de Ridgeover, dont l'indolence avait accepté le rôle de patricien cultivé dans cette Rome britannique du XXe siècle. Il avait partagé également son temps entre ses jockeys, ses occupations politiques et la composition d'études littéraires au diapason du rôle assumé. « Nous n'avons rien accompli qui faille, dit-il. Quant à moi, j'ai fait assez pauvre figure. » Il réfléchit sans doute à ces belles années patriciennes, aux somptueuses demeures qui étaient le cadre de sa grandeur, aux hippodromes qui avaient retenti de son nom victorieux, aux foules enthousiastes qu'il avait nourries de beaux espoirs, à ses futiles débuts d'Olympien. « J'étais un sot, résuma-t-il, et tous l'écoutaient dans un silence sympathique et respectueux. Gurker, le chancelier de l'échiquier, m'était en partie caché par le dos de Lord Adisham.
Avec un mouvement en avant souvent répété, Gurker prenait part à la discussion. Il avait une grosse voix rauque, un grand nez, une grande bouche à la lèvre inférieure pendante, des yeux perçants enfoncés dans des amas de rides et de plis de la peau. Il fit sa confession au nom de sa race. Nous autres juifs, nous avons subsisté dans les sociétés de ce monde, ne créant rien, consolidant bien des choses, en détruisant beaucoup d'autres. Notre vanité de race a été monstrueuse. Il semblerait que nous n'ayons fait usage de notre vaste et grossière intellectualité que pour développer, accaparer, perpétuer la propriété individuelle, changer la vie en une sorte de jeu d'échecs mercantile et dépenser nos gains sans discernement. Nous n'avons en rien compris les services dus à l'humanité et la beauté, qui est divine. Nous en avons fait une marchandise dont on trafique. Ces hommes et leurs paroles me restent gravés dans la mémoire. Peut-être ai-je pris des notes sur le moment, je ne saurais le dire. Quant à Sir Dugby Privet, à Revel, à Markheimer et aux autres, ils ne vivent dans mon souvenir que par quelques interruptions, quelques phrases, quelques observations, que j'aurais peine à leur attribuer individuellement. On gardait l'impression que tous, hors peut-être Gurker et Revel, n'avaient jamais ambitionné bien nettement le pouvoir qu'ils détenaient, et qu'une fois en place, ils n'avaient pas souhaité d'accomplir quoi que ce fût. Ils s'étaient trouvés membres du cabinet, et jusqu'à cette aube révélatrice, ils n'en avaient pas eu honte. Toutefois, soucieux de garder la correcte attitude de gentleman, ils s'étaient abstenus des grands airs du parvenu qui s'étonne lui-même de son élévation. 8 d'entre ces 15 hommes étaient sortis de la même école, avaient reçu la même éducation, un peu de grec, des éléments de mathématiques, quelques notions émasculées de science, un peu d'histoire, quelques lectures choisies dans les ouvrages timides et orthodoxes de la littérature anglaise des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, et, à tous les 8, on avait inculqué la même tenue traditionnelle et un peu morne du gentleman. Tradition enfantine, dépourvue de toute ressource imaginative, sans éclair d'épée, sans art lyrique, tradition apte aux effusions sentimentales et qui, lors d'une crise morale, érige en vertu sublime l'accomplissement maladroit d'un très simple devoir. Aucun de ces 8 personnages n'avait été en contact brutal avec la vie. Dès l'enfance, ils portaient des œillères comme des chevaux. La nourrice les avait transmis à la gouvernante. De la gouvernante, ils avaient passé à l'école préparatoire, de là à Eton et à Oxford, et en quittant Oxford, ils étaient entrés dans la routine politico-sociale. Même leurs vices et leurs défaillances avaient été réglés par certaines conventions de bon ton. Tous étaient allés aux courses en cachette pendant leurs années d'Eton. Tous, lors de leur séjour à Oxford, avaient fait des escapades à Londres pour y voir la vie des music-halls. Après quoi, ils reprenaient place dans le rang. Et voilà que, soudain, ils s'apercevaient de tout ce qui leur manquait. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Melmoth. « Nous voici réveillés de l'Empire, et l'Empire est dans nos mains. Je sais que de toutes les choses que j'ai à raconter du vieil ordre social, celle-ci est la plus fabuleuse, mais je la vis de mes yeux et l'entendis de mes oreilles. Il est constant que ce groupe d'hommes constituait le gouvernement d'un 5e de la terre habitable. Il disposait d'1 million de soldats, d'une marine telle que l'humanité n'en avait jamais connue d'aussi puissante, et d'un empire composé de tant de nations, de langues, de peuples dissemblables, qu'on en est étonné encore de nos jours. Il est tout aussi constant qu'ils n'avaient pas une idée commune sur ce qu'ils allaient faire de ce monde. De fait, il n'y avait nulle part d'idée commune. Et ce grand empire n'était qu'une épave à la merci des flots. Un organisme incohérent qui mangeait, buvait et dormait, brandissait ses armes, incroyablement infatué de soi,
parce qu'au hasard seul il devait son existence. Il n'y avait ni plan, ni but, aucun clair dessein. Les autres grands empires, dérivant eux aussi comme de dangereuses mines au ras des flots, se retrouvaient dans le même cas. Quelque absurde que puisse vous paraître aujourd'hui un conseil des ministres britanniques, il n'était pas plus grotesque que le ganglion directeur, que le conseil autocratique, que le comité présidentiel, que le gouvernement, en un mot, des autres empires, ses rivaux aveugles. J'ai commencé à être fatiguée. Deuxièmement, une chose me frappa grandement. Ce fut l'absence de toute discussion, de toute divergence d'opinion sur les principes généraux qui furent la base de notre État actuel. Ces hommes avaient vécu jusque-là dans un système de conventions et de convictions acquises. La loyauté tue au parti, la loyauté tue à certains accords et compromis secrets, la loyauté tue à la couronne. Ils s'étaient docilement pliés à la règle des précédents. Ils avaient ignoré le doute subversif et les questions brûlantes. Ils exerçaient le plus parfait contrôle sur leurs émotions religieuses. Ils semblaient protégés par des barrières invisibles mais impénétrables contre les spéculations aventureuses et destructives, les théories socialistes, républicaines, collectivistes, qui ont laissé leurs traces dans cette littérature des derniers jours d'avant la comète. Soudain, au moment même du réveil, ces palissades s'étaient évanouies, comme si les brouillards verts, en traversant les cerveaux, y avaient renversé 100 obstacles, 100 frontières dressées. Ces hommes avaient accepté et s'étaient assimilés du coup tout ce que contenait de saint ces doctrines turbulentes et disparates, propagées naguère jusqu'au seuil de leur esprit fermé. Ils s'éveillaient d'un songe absurde et mesquin, et ils arrivaient naturellement, de front, sur la grande plateforme de l'entente raisonnable et nécessaire, base désormais de notre ordre mondial. Essaierai-je de vous énumérer les principales illusions qui s'étaient évanouies de leur esprit. D'abord le vieux mystère de la propriété, qui avait embarrassé d'un inextricable filet administratif le sol sur lequel nous vivions. Jadis, personne ne croyait à la justice et à l'absolue commodité de ce système, mais chacun l'acceptait. La communauté humaine qui vivait sur le sol était censée avoir renoncé à tout lien avec ce sol, exception faite des grandes routes et des biens communaux. Tout le reste du pays était partagé de la façon la plus insensée en parcelles de toutes formes et de dimensions différentes qui allaient de milliers d'hectares à quelques arpents de superficie et qui étaient placées sous l'autorité absolue d'une classe d'administrateurs appelés propriétaires. La terre leur appartenait, à peu près comme aujourd'hui votre chapeau vous appartient. Ils achetaient la terre, la vendaient, la morcelaient comme du fromage ou du jambon. Ils étaient libres de la ruiner, de la laisser à l'abandon ou d'y dresser d'horribles constructions. Si la communauté avait besoin d'une route ou d'un tramway, si elle voulait édifier une ville ou un village dans une position choisie, bien mieux, si elle voulait aller et venir à sa guise, elle ne le pouvait qu'en subissant les exigences exorbitantes que lui imposaient ces monarques dont il était nécessaire d'acquérir les territoires. Aucun homme ne pouvait trouver sur la face de la terre de la place pour ses pieds avant qu'il eût payé un loyer et rendu hommage à l'un d'entre eux. Ces propriétaires n'étaient astreints en fait à aucune obligation, à aucun devoir envers le gouvernement municipal ou national dont les plus vastes possessions englobaient leur domaine. Ceci ensemble, je le sais, ceci semble,
je sais, un rêve de fou. Mais le genre humain était fou. Et cette folie ne régnait pas seulement dans les vieilles contrées de l'Europe et de l'Asie, où ce système provenait à l'origine d'une délégation rationnelle du contrôle local aux possesseurs du sol qui, grâce à l'universelle anarchie de ces temps-là, avaient fini par éluder et déserter entièrement leurs devoirs. Mais les pays nouveaux, comme nous les appelions alors, les États-Unis, la colonie du Cap, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, passèrent la majeure partie du XIXe siècle à concéder à perpétuité des territoires à toute personne qui voulait bien les prendre. Y avait-il une mine de charbon ou d'or, des sources de pétrole, une terre fertile, une rade hospitalière, un site naturel pour y édifier une ville? Ces gouvernements idiots et imprévoyants réclamaient à corps et à cri des pionniers et, sur ces richesses, s'abattait une nuée d'aventuriers faméliques et de forbans loqueteux qui fondaient une section nouvelle de l'aristocratie territoriale. Après un siècle de confiance et d'orgueil, la grande République des États-Unis, espoir de l'humanité, s'était peuplée en grande partie d'une foule de gens sans bien et sans résidence fixe, les maîtres de la terre et ceux des chemins de fer, ceux de la nourriture, car la terre est nourriture, et ceux des minéraux, la gouvernaient et organisaient son existence. Il lui donnait des universités comme on donne l'aumône aux mendiants et dépensait toutes ses ressources en fantaisies criardes et prétentieuses telles que le monde n'en avait encore vu de pareilles. C'était là une des choses qu'avant le changement, les hommes d'État auraient considérées dans l'ordre naturel du monde et que maintenant, pas un seul d'entre eux ne regarderait autrement que comme une belle illusion, une folle illusion d'une période de démence. Il en était ainsi non seulement de la question du sol, mais de cent autres systèmes, institutions, facteurs compliqués et falsifiés de la vie de l'homme. Les ministres parlèrent du commerce et je me rendis compte pour la première fois qu'il était possible d'acheter et de vendre sans qu'il en résultât de perte pour personne. Ils parlèrent d'organisation industrielle et on l'a pu concevoir aux mains de chefs qui n'y chercheraient pas des avantages honteux. Le brouillard des vieilles associations, des incohérences particulières, des préjugés courants s'était levé et l'on voyait clairement la méthode et les procédés d'éducation sociale de l'humanité. Des choses longtemps cachées se découvrirent étonnamment simplifiées et en pleine lumière. Ces hommes qui s'étaient réveillés eurent un rire libérateur, et le vieux méli-mélo d'école, de collège, de manuel et de tradition, le vieil enseignement tâtonnant, formaliste et figuratif des églises, le fatras des suggestions et des allusions, confuses et énervantes entre lesquelles l'orgueil et l'honneur de l'adolescence hésitaient pour choper et se meurtrir aux réalités. Tout cela ne fut plus pour eux qu'un souvenir qu'on était heureux de voir se perdre dans le lointain. Il faut une éducation commune pour la jeunesse, une initiation franche de tous les jeunes gens. Jusqu'ici, nous les avons moins éduqués que nous ne leur avons dissimulé la vie et posé des traquenards. Et cela aurait pu être si facile. Nous le ferons sans difficulté. Ces paroles de Ridgeover hantent ma mémoire, comme exprimant le refrain de cette conférence. Cela peut se faire si facilement. Et elle m'arrivait aux oreilles, animée, dirais-je, d'une force régénératrice extraordinaire. Tout peut se faire si facilement, avec de la franchise, avec du courage. Il fut un temps où ces axiomes eurent la fraîcheur et le rayonnement d'un évangile. Dans ces perspectives agrandies, la guerre avec les Allemands parut un épisode clos, car l'Allemagne représentait comme un virago mythique
héroïque, armée et cuirassée, n'habitait plus sous ces traits-là l'imagination des hommes. Belmont avait déjà fait conclure un armistice et ce groupe de ministres, après quelques étonnements rétrospectifs, avait classé le règlement définitif de la paix comme une simple question d'arrangement particulier. L'organisation entière de l'ancien monde avait pris, dans leur esprit, le caractère du provisoire. Ils rejetaient le tout, du petit au grand, l'enchevêtrement des édilités, des municipalités, des communes, des districts, des comtés, des États, des ministères, des nations. Les autorités débordant les unes sur les autres et sans cesse en conflit. Le capitonnage de petits intérêts, de litiges, de procès, de pouvoirs, les réclamations d'ayants droit où s'embusquait une multitude d'avocats, d'hommes d'affaires, de représentants, de gérants, comme autant de mythes dans un vieil habit crasseux. Toutes les toiles d'araignée de la procédure, de la concurrence, tout le bâclage hâtif des besognes individuelles. Ils repoussèrent tout cela du pied. Quels sont nos nouveaux besoins ? Conclut Belmont. Ce gâchis est vraiment trop pourri pour qu'on le manipule. Nous reprenons sur nouveaux frais. Faisons d'abord table rase et recommençons. Troisièmement, recommençons. Ce verdict du bon sens me parut alors la parole la plus courageuse et la plus noble, et mon cœur bondit de joie en entendant Belmont la prononcer. Pourtant elle était ce jour-là aussi vague qu'elle était vaillante. Nous n'entrevoyions même pas l'esquisse de ce que nous entreprenions. Seule nous apparaissait l'inéluctable nécessité de faire cesser les vieux errements. Bientôt, mue par une fraternité hésitante mais effective, l'humanité se mit en devoir de refaire le monde. Ces années du début, cette première décade, des temps nouveaux, furent une suite continue et quotidienne de joyeux labeurs. Chacun concevait surtout sa part de l'œuvre et forma l'ensemble. C'est maintenant seulement, avec l'expérience de toute une vie, du haut de cette tour que je peux démêler l'enchaînement dramatique de ces transformations, revoir la cruelle confusion de ces vieux temps s'éclairer progressivement, se clarifier, se simplifier, s'évanouir. Où est ce vieux monde à présent ? Où est l'onde, cette sombre cité de fumée et de ténèbres flottantes, pleine du sourd rugissement, de l'obsédante rumeur de son activité désordonnée, avec son fleuve huileux, luisant, aux rives vaseuses et sillonné d'innombrables embarcations, ses clochers et son dôme noirci, sa morne étendue de maisons maculées de suie, ses cohortes de prostituées immondes, ses millions d'employés surmenés. Les feuilles même de ces arbres étaient souillées et boueuses. Où est Paris aux façades blanches, avec ses feuillages verdoyants et disciplinés, son goût sévère et sûr, son vice élégamment organisé, et les myriades de ces travailleurs aux pieds tapageurs traversant les ponts sous la lumière froide et grise de l'aube? Où est New York, la haute cité du vacarme et de la folle énergie, balayée du vent, tourmentée par la concurrence? Où sont ces énormes constructions, se bousculant l'une et l'autre, montant à l'escalade du ciel, et couvrant de leur ombre impitoyable les édifices plus modestes? Où sont ces quartiers de luxe lourds et ostentatoires, le vice honteux et sanglant, la corruption menaçante de ces dessous à l'abandon, et toute la laideur extravagante et disloquée de sa vie intense? Où sont encore Philadelphie aux innombrables habitations isolées, et Chicago, ses manufactures et ses usines colossales, où ruisselle de toutes parts le sang frais, où grouille une populace polyglotte exaspérée de sa servitude? Toutes ces vastes cités sont démolies, ont été rasées, comme il en fut de mes poteries natales et du pays noir. Et ces créatures qu'elles happaient, qu'elles estropiaient et mutilaient parmi leurs labyrinthes,
Dans leur désarroi, leur chaos, leur machinisme industriel immense, inhumain et mal conçu, s'en sont échappés vers la vie. Ces villes, nées du hasard et sans cesse accrues, ont entièrement disparu. Aucune cheminée ne vomit plus sur notre monde ces impures fumées. Les enfants harassés et faméliques, le désespoir muet des mères ployant sous le fardeau, le tumulte des rixes brutales au fond d'impasse, tous les plaisirs honteux et toute la hideuse grossièreté de la richesse infatuée, tout cela a disparu avec les cités monstrueuses et tentaculaires. Quand mes regards se reportent vers le passé, je vois s'élever, dans la claire atmosphère qui succéda aux vapeurs vertes, un nuage radieux de poussière montant des maisons éventrées, des bouges et des palais abattus, des ruines et des décombres accumulés par cette dévastation volontaire. Je crois revivre l'année des tentes, l'année des échafaudages, comme l'essor triomphal d'un motif nouveau dans une symphonie générale. Les grandes villes des temps nouveaux surgissent. Voici Caerleon et Armageddon, les cités jumelles de la Basse-Angleterre, reliées par les méandres de la ville d'été de la Tamise. Le spectre sordide du vieil Édimbourg s'évanouit pour se redresser, éblouissant et superbe à l'ombre de son antique colline. Dublin de même, refaçonnée, enrichie, ravissante et spacieuse, la ville du rire opulent et des cœurs chaleureux, scintille là-bas, gaiement, sous un rai de soleil qui perce la molle et tiède ondée. Je contemple les vastes cités que l'Amérique a conçues et construites, la cité d'or, avec des fruits sans cesse mûrissant au long des larges voies, la ville aux 100 clochers qu'égayent ses carillons. J'évoque encore, tels que je les ai vus, la ville des théâtres et des lieux de réunion, la ville de la baie du Soleil et la ville nouvelle qui a conservé le nom d'Utah. Puis, dominée par le dôme de son observatoire et les lignes simples et nobles de la façade de son université construite sur la montagne, c'est Martena Bar, la grande station d'hiver, blanche au milieu des plateaux neigeux. Ce sont enfin les villes moindres, aussi bien que les bourgs, les calmes asiles du repos, villages forestiers avec le murmure des ruisseaux au long de leurs rues, villages aux spacieuses avenues bordées de cèdres, villages de jardins, de roseraies, de fleurs merveilleuses, où chante le bourdonnement indiscontinu des abeilles. Et par tous les chemins de la terre s'en vont nos enfants, nos fils, dont l'ancien monde eût fait des commis serviles et des boutiquiers, des gars de charrue et des hommes de peine. Nos filles, jadis anémiées par des labeurs asservissants, réduites à la prostitution, à l'infamie, ployées sous des maternités angoissantes ou desséchées par les regrets d'une vie stérile. Ils vont, nos enfants, sur les chemins de ce monde, actifs, heureux, pleins de joie, vaillants et libres. Je les vois errant dans la lumineuse quiétude des ruines de Rome, parmi les tombeaux de l'Égypte ou les temples d'Athènes. Je les vois arriver à Mennington pour y goûter un délicieux bonheur, débarquer à Orba et admirer la merveille de ces frêles tourelles blanches. Qui trouvera des mots pour dire la plénitude et le charme de la vie? Et qui dénombrera les villes de notre nouveau monde? Villes édifiées avec amour par la main des hommes vivants, villes où, en entrant, le voyageur verse des larmes, si grande est leur beauté, si parfaite leur grâce, si illimitée leur bonté. Une vision de cet avenir dut m'être accordée pendant que j'écoutais Melmond étendu sur son sofa, mais ma connaissance de ce qui a été accompli se superpose à mes souvenirs et la réalité efface les espoirs du rêve. Certes, j'ai dû prévoir alors quelque chose de tout cela, sans quoi mon cœur eût-il bondi de joie. Je me suis trompée. Certes, j'ai dû prévoir alors quelque chose de tout cela,
sans quoi mon cœur eût-il bondi de joie. Et c'est la fin de cette lecture. Mais j'ai dû me tromper quelque part. Non, c'est ça. Non, c'est bien ça. Excusez-moi. J'ai cru qu'il me restait une lecture supplémentaire. Non, non. On dirait que c'est un programme H.G. Wells. Mais c'est un programme de bonnes intentions, sans aucun... avec un objectif, mais sans aucun moyen d'y arriver. Et pourtant, je crois que c'est effectivement assez simple, assez facile. Pardon, je ne me rappelle plus comment il disait. Mais c'est normal, les changements font toujours peur. Mais en fait, on voit, les changements ont toujours eu lieu, et effectivement. Ça peut être assez angoissant parce que c'est... Mais effectivement, changer, c'est assez simple. C'est fou parce qu'il a participé quand même à, de près ou de loin, je sais pas parfaitement, mais à la SDN. Et je sais pas, ce livre, à quelle époque il l'écrit, est-ce que c'était... Je sais pas à quelle époque il l'écrit, mais il y a quand même... alors, il n'y a pas que qu'en prennent pour leur grade, mais c'est vrai qu'ils parlent des juifs d'une façon qui était assez courante à l'époque, apparemment, auprès de tout le monde, je pense. Voilà. Après, il y a une révérence assez importante auprès des élites et des hommes d'État, même s'il il critique aussi le mépris de classe et la domination de classe aussi. Mais c'est quand même très... En l'occurrence, vous voyez là, on se dit que Virginia Woolf n'a pas tort quand il fait énormément de critiques de toute une époque pour présenter le changement. Ça alourdit considérablement son livre. C'est très long, c'est très... mais malgré tout, ça marchait très bien, ce petit passage où je m'endormais avec tout le monde. Mais je m'excuse, excusez-moi plutôt parce que j'ai l'impression d'être fatiguée. Et je vous ai peut-être fatiguée. Je vous souhaite une très belle nuit, une très douce nuit. Faites de beaux rêves. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.